Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, justice et encore justice. Deux organisations sociales, l'une politique et l'autre relevant de la société civile, invitent le gouvernement à faire la lumière sur les drames de Yirgou, Arbinda, mais aussi Zoaga. Il s'agit de la direction du mouvement du peuple pour le progrès et des membres du collectif contre l'impunité, la stigmatisation des communautés qui étaient séparément face à la presse ce 11 avril. Et puis ce sujet qui intéresse plus d'un, le manque d'eau en cette période où les températures volent très haut, canicule et manque d'eau courante, un tandem qui fait monter le mercure. À Dédougou par exemple, il faut attendre plusieurs heures pour quelques litres d'eau. La situation est similaire dans certains quartiers de la capitale où des citernes sont convoyées. Sur le sujet, notre invité ce soir est le ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Dans l'actualité ce soir, la chute de Omar El-Béchir, le président soudanais au pouvoir depuis 30 ans, a été destitué par l'armée. Depuis plus de 3 mois, des manifestations se tenaient régulièrement contre son régime. Ce jeudi, l'armée a accédé à la requête des manifestants et c'est le ministre de la Défense qui a annoncé la destitution du président. Le Soudan sera administré pendant 2 ans de transition par un conseil militaire. Bienvenue à tous. Dans le cadre des activités commémoratives du centenaire du Burkina Faso, le chef du gouvernement était dans la matinée de ce 11 avril au Noble Zenda. Les élèves de ce mythique lycée de Ouagadougou ont représenté la jeunesse de la région du centre, mobilisée pour la construction d'un État-nation. Autour du drapeau, la main sur le cœur et le ditanier en bouche, l'instant s'est voulu sobre mais hautement symbolique. Idrissa Warga, Tangaka Fando. Le Premier ministre Christophe Dabiré et les élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré chantent en chœur l'hymne national. C'est à l'occasion d'un rituel républicain, la montée des couleurs. Puis un petit coup d'histoire, de patriotisme et des conseils d'aînés à une génération qui cherche encore ses repères. Bref, une communion matinale avec la jeunesse, tout un symbole. Un message fort à l'occasion de la célébration du centenaire de la Haute-Volta. Nous sommes venus communier avec les jeunes de notre pays. Les élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré sont un échantillon de cette jeunesse de notre pays. Et nous avons voulu par ce geste-là montrer à ces jeunes que si le Burkina Faso aujourd'hui, appelé autrefois la Haute-Volta, a existé, il a fallu que des aînés, des anciens se battent pour qu'il en soit ainsi. J'ai voulu, à travers mon adresse, la symbolique de cette journée, qui doit être la journée de réflexion pour les jeunes, qui, en regardant derrière l'histoire de notre pays, des combats qui ont été menés par les aînés pour que nous en soyons là aujourd'hui, qu'ils se rendent compte que cette histoire doit être également la leur et qu'ils doivent puiser dans cette histoire les éléments qui doivent conforter la définition de l'avenir. Le chef du gouvernement, dans son adresse, a également salué l'engagement et le travail abattu par les enseignants et prôné la communion entre la jeunesse et les anciens pour faire revivre les valeurs cardinales qui doivent guider les Burkinabés dans la construction d'une nation prospère pour tous. Et comment se déroule l'opération massive d'établissement des cartes nationales d'identité burkinabé? Prenons la direction de Komadougou, dans la commune de Fadangourma, région de l'Est. C'est là que l'Office national d'identification a conduit plusieurs professionnels des médias pour s'imprégner du déroulement de la campagne. Plusieurs milliers de personnes seront enrôlées dans cette partie du Burkina. Le point avec Désiré Ilboudo, Dahandi Banga et Chantal Oudraogo. Une délégation de la Direction générale de l'Office national d'identification accompagnée de la presse dans la région de l'Est pour prendre le pouls de la campagne massive de délivrance de la carte nationale d'identité burkinabé. Les besoins de sécurité obligent à un renforcement des mesures de sécurité qui obligent les citoyens in fine à être en permanence titulaires, possesseurs de la carte d'identité. Vous savez également que nous sommes dans des perspectives des échéances électorales de 2020. C'est de faire en sorte que tous les citoyens qui le souhaitent puissent, à l'entrée de l'élection 2020, être titulaires du document unique
de vote. Pour les bénéficiaires, cette opération d'établissement de CNIB est la bienvenue, en témoigne cette forte mobilisation. Aujourd'hui, donc, c'est vraiment une joie immense pour nous, populations, de pouvoir établir donc nos pièces et enfin pouvoir circuler librement et aussi établir les pièces de nos enfants. Et cette grande affluence rend souvent difficile le travail de terrain, selon les agents chargés de l'enrôlement. On arrive souvent à trouver que les gens sont là, beaucoup, mais les gars refusent de s'aligner. Et quand on les amène à se mettre en rang, tu commences à recevoir, d'autres personnes viennent pour t'interrompre. Je suis le responsable. Voilà, soit du village ou bien je suis un tel pour le village, j'ai besoin qu'on prenne mes anciens. Selon le directeur général de l'ONU, plus de 4 millions de personnes sont concernées par cette opération nationale d'enrôlement. Et pour la région de l'Est, au moins 1000 personnes sont enrôlées par jour pour 21 jours. Un délai qui pourrait être prolongé au regard de l'engouement. En cette période de canicule qui ne laisse personne indifférente, l'eau se fait rare et pas que dans la capitale. L'Office national de l'eau et de l'assainissement se défend. La production n'est pas en cause, mais plutôt la desserte. En attendant la fin des travaux entamés à cet effet, l'ONEA procède à des distributions d'eau par citerne dans les zones touchées par le manque d'eau. Zaktouli, Basenko ou encore Yagma sont concernés. Constat avec Roger Bébamba et Zadissa Sanfo. Jacqueline Ouya ne peut contenir sa joie. Elle n'en revient pas d'avoir eu de l'eau en quantité et sans souffrance par ces temps qui courent dans son quartier ici à Yagma. 8 citernes pour 180 000 mètres cubes d'eau distribués par jour dans les quartiers Gikof et Zaktouli, Basenko et Yagma. L'Office national de l'eau et de l'assainissement soulage ainsi la corvée d'eau des femmes de ces quartiers. C'est vraiment une grande joie pour nous. Voilà, j'ai eu de l'eau. Si la citerne pouvait venir tous les jours. Pour le ministre qui a fait un tour pour voir comment les citernes suppléent les bornes fontaines qui ont tari, c'est aussi un soulagement. Mais il promet des mesures pérennes pour régler définitivement la question des pénuries d'eau. Nous ne souhaitons pas que les distributions d'eau par citerne durent. Nous souhaitons que très rapidement, au niveau des bornes fontaines, ils puissent avoir de l'eau. Nous n'avions pas pensé qu'au jour d'aujourd'hui, nous serions en train effectivement de venir en appui aux populations, en accès à l'eau au niveau donc des centres urbains par des citernes. Mais on n'a pas eu le choix. Et c'est dommage. Mais c'est vraiment une situation transitoire parce qu'il y a 2 châteaux en construction. Et le ministre de promettre ici qu'en attendant d'aboutir à l'idéal de 0 corvée d'eau, tant que le besoin se fera sentir, des mesures palliatives seront prises pour soulager la pénibilité de l'eau. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, plusieurs quartiers de Ouagadougou privés d'eau, et cela depuis des jours durant. Quel est véritablement le problème? Ok, je vous remercie. Effectivement, ça devient une situation récurrente parce que depuis 2016, nous avons vécu effectivement cette situation difficile, ce que nous avons appelé des zones hautes de la ville de Ouagadougou. Mais en fait, le fond du problème, c'est quoi? Je crois que ça vous a été dit plusieurs fois. On avait un problème de production au départ. Maintenant, le problème de production est réglé. Maintenant, on a un problème de distribution. Quand nous disons la distribution, ça va de la construction des châteaux d'eau, ça va à l'enfouissement des grosses canalisations et ça va justement à l'équipement des branchements familiers et particuliers et des bornes fontaines. C'est là où se pose le problème. Mais en fait, le gros problème, c'est quoi? Il faut le dire, c'est un problème d'inefficacité et de non-respect des engagements des entreprises commis à ces travaux-là. Pour la petite histoire, nous avons tenté de faire une accélération donc, de ces travaux, allant de 6 à 12 mois. La facture qu'on nous a demandée, c'est 3,5 milliards. Vous voyez que c'est difficile pour les ressources publiques de régler ces questions-là. En fait, c'est ça tout le fond. Mais c'est pour cela, aujourd'hui, nous pensons et nous avons pris un certain nombre de dispositions pour, franchement, que ça ne continue pas ainsi. Est-ce que justement la question de l'eau n'est pas une priorité pour pouvoir lever cette barrière économique, financière dont vous parlez? Oui, et tout à fait. La question de l'eau, c'est une grande priorité, aussi bien politique que sur le plan social
et du point de vue même de la vie tout court. C'est vraiment une grande priorité. Mais aujourd'hui, comment ça se passe? Même les zones déficitaires dont nous parlons, que nous appelons des zones hautes, sont placées de telle sorte qu'en temps de distribution normale avec les châteaux existants, ils sont les derniers à être servis. Donc quand les prélèvements au départ du château sont élevés, eux, ils n'ont plus rien au bout. En réalité, ces quartiers ont de l'eau, mais de façon tardive le soir. On leur a dit, c'est entre 24 heures et 2h, 3h du matin. Ce n'est pas de bonnes heures. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes même d'éthique, il y a des problèmes même de santé pour pouvoir accéder à ça. Donc voilà en fait le problème. Mais nous pensons que même au niveau du ministère, même au niveau de l'ONIA, même au niveau du gouvernement tout court, on a mis en place une stratégie pour résorber ça. Mais vous savez, c'est comme tout chantier, c'est comme toute activité de terrain. Des aléas cyclistes. Et je crois que ce sont ces aléas-là qui nous ont conduits aujourd'hui à cette situation. Donc, est-ce que ces chantiers ne sont pas venus un peu tard? Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque de vision quelque part pour justement, après, on est en avril 2019 et après plusieurs promesses, on en est toujours à cette situation? Oui, quelque part, c'est vrai, mais ce n'est pas un problème de vision. C'est des questions, comme je l'ai dit, de terrain. Je vous donne juste 2 exemples. Vous savez, pour passer un marché aujourd'hui, il n'y a pas de délai. La passation d'un marché aujourd'hui va de 2 mois, pratiquement à 1 an. Alors on se situe où? En fonction des offres et en fonction donc des conditions des partenaires techniques et financiers. Deuxièmement, c'est véritablement des questions d'efficacité des entrepreneurs. Je ne vais pas citer les noms. Est-ce que vous continuez justement avec ces entrepreneurs ou bien le contraire on peut non, ne vous en faites pas. On a pris des mesures énergiques. Je ne vais pas l'annoncer tout sur ce plateau, mais des mesures énergiques sont prises parce que nous suivons aussi les entrepreneurs. Parce que c'est un grand préjudice que subit l'État, que subissent aussi les usagers et qui ont un droit d'accès à l'eau. Oui, monsieur le ministre, en effet, la situation n'est pas seulement vécue dans la capitale et en cette période, le tandem canicule, manque d'eau fait monter le mercure à Dédougou. Les services déconcentrés de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ont du mal à satisfaire la demande des consommateurs. Ces derniers mettent leur espoir sur des bornes fontaines qui se retrouvent submergées, non pas d'eau, mais de récipients vides. Le constat avec Edouard Ouetraogo, Christophe Traoré et Yves Ramba. L'eau, ce liquide précieux, devient rare dans les robinets et les bornes fontaines en ces temps de canicule. Il est 16 heures passées lorsque nous arrivons dans certaines bornes fontaines des zones périphériques de la commune de Dédougou. Des bidons vides par-ci, des barriques par-là, et c'est avec des regards de désolation que les occupants des lieux nous accueillent. Ah, vraiment la pénurie d'eau là, c'est catastrophe. Par exemple, hier, moi je suis venu ouvrir ici, c'est à 10h15 que l'eau a commencé à venir. Et à 13h, c'est arrêté net. Ça là aussi c'est coupé comme ceci, c'est pas demain encore. Mais moi j'attends toujours, si ça vient un peu seulement, bon, je peux servir au moins quelques bidons. Et ceux qui viennent trouver que leurs bidons sont servis, ils ramassent à partir. Ceux qui sont venus trouver qu'il n'y a pas d'eau, et aussi ils ramassent leurs bidons. Les longues heures d'attente pour avoir de l'eau provoquent des fois des malentendus entre clients et gestionnaires des bornes fontaines. Quand l'eau se coupe vers 16 heures, elle ne revient que le lendemain matin. Je viens vers 4 heures du matin ici. Des fois, je viens trouver qu'il y a de l'eau, des fois, il n'y a pas. S'il n'y a pas d'eau, je repars et je reviens vers 5 heures du matin. Quand les clients viennent, d'autres gagnent l'eau, mais d'autres déposent leurs bidons et ils repartent. Quand l'eau revient, je remplis pour eux. Au début, mes clients se plaignaient beaucoup. Maintenant que la coupure d'eau est générale, ils me comprennent. Pour les premiers responsables de l'ONEA, agence de Dédougou, la demande en eau dépasse actuellement leur capacité de production. Néanmoins, des répartitions sont faites pour satisfaire tout le monde. Ils appellent chacun à une bonne gestion. Alors, monsieur le ministre, au-delà de Dédougou, on peut citer d'autres villes comme Koupela, Puitenga ou encore Ouaïgouya. Dans ces villes, le problème de pénurie d'eau, il dure depuis plusieurs années maintenant. À quand la fin de la souffrance pour ces habitants-là? Bonne question, je vous remercie. Et tout à fait, je vais dans ce sens pour dire qu'aujourd'hui, nous avons dénombré 52 centres urbains déficitaires. Et chaque centre urbain, bien sûr, a
son problème, on dirait. Mais les problèmes sont récurrents. Et le fond du problème se situe à deux endroits. Le problème de la ressource en eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le cycle hydrologique, avec les changements climatiques, qui veulent dire un peu un approvisionnement en eau non régulier, même de notre planète, pour ne pas dire de notre Terre, ça rend les sources d'eau improductives et incertaines. Voilà le gros problème. Mais nous sommes là-dessus. Je n'attends pas que vous me posiez la question. Aujourd'hui, nous avons entamé, depuis le début de l'année, une grande étude d'une meilleure connaissance des ressources en eau de notre pays, que ce soit les eaux souterraines, que ce soit les eaux de surface. Et si réellement nous localisons les grandes réserves d'eau, particulièrement les eaux souterraines, je pense que ça pourra régler. Et ça devrait prendre combien de temps? Ça devrait prendre à peu près 1 an, ça c'est clair. Ça c'est vraiment la solution à long terme. C'est-à-dire que si c'est réglé, c'est à long terme. Maintenant, dans le court terme et dans l'immédiat, comme le cas de Dédougou, effectivement, le cas de Dédougou, c'est paradoxal. Ça, il faut le reconnaître. Mais en fait, c'est lié à des problèmes classiques. Il faut le dire, c'est une difficulté de suivi de la démographie urbaine. Sinon, Dédougou est situé dans une zone, en français facile, où il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau sous le sol, il y a beaucoup d'eau sur le sol. Nous avons commencé, je vous donne un exemple, à Dédougou, nous avons pu faire un forage qui a plus de 300 mètres cubes heure. C'est-à-dire que ce forage-là, lui seul, suffit à alimenter Dédougou. Mais ça demande des installations. Ça demande des installations qui prennent du temps à s'installer, qui prennent aussi beaucoup de ressources qu'il faut réunir. Et vous savez, c'est le budget de l'État qui finance tout ça. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, quoi qu'on dise, quelques difficultés de mobilisation et de mise en œuvre des ressources de l'État pour les investissements. Mais aujourd'hui, globalement, il y a deux solutions qui sont prises, comme l'ONEA l'a dit. Ils ne l'ont pas dit clairement, mais c'est déjà une distribution alternée. C'est pour cela que la dame disait tout à l'heure qu'elle a l'eau aujourd'hui, elle est obligée d'attendre demain pour avoir l'eau. Mais le plus important, il faut informer les populations de ces alternances, des heures où elles ont l'eau et des heures où elles n'ont pas l'eau. En plus, il faut venir en appui. Aujourd'hui, nous avons donné les consignes, tout comme ce qu'on fait à Ouara, que vraiment dans ces centres de grand déficit. On a vu le cas de Dédougou, ça sera fait. Le cas de Kuitenga et de Kupela, ça aussi c'est lié à un autre problème. Des citernes seront envoyées pour soulager. Mais j'appelle ça vraiment des solutions conjoncturelles et des solutions non durables. Ça, nous l'acceptons. Et donc, il faut beaucoup de patience. Il faut de la patience. On ne va pas... Je ne vais même pas donner des délais, mais nous sommes là-dessus. Merci à vous, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté donc notre invitation. Je rappelle qu'il était question avec vous de la pénurie d'eau et des mesures d'urgence qui sont prises pour soulager les populations. La suite de ce journal avec cette information en bref sur la visite du président du Faso en Turquie. Elle a été marquée par des rencontres officielles aujourd'hui. Le chef de l'État a eu une longue séance de travail avec le président de la Grande Assemblée nationale, Mustafa Şentop, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. 2 accords et un protocole ont été signés. Nous reviendrons plus en détail sur cette actualité dans nos prochaines éditions. La direction du parti au pouvoir livre sa lecture sur la situation nationale, une situation dominée par la crise qui prévaut au ministère de l'économie, des finances et du développement. Le MPP se dit contre ce qu'il qualifie de sabotage de la part de certains agents publics de l'État sur les affrontements intercommunautaires survenus à Arbinda et les tueries de Zoaga. Le parti invite le gouvernement à rendre justice aux victimes. Compte rendu avec Adama Guiti et Aruna Mari. Le MPP condamne les récents drames survenus à Arbinda et à Zoaga. Le parti exprime toute sa compassion aux familles endeuillées et aux blessés. Pour Simon Compaoré, président par intérim du MPP, ces événements mettent à mal la cohésion sociale et justice doit être rendue sur ces douloureux événements. Nous invitons le gouvernement à prendre des mesures énergiques pour rechercher et traquer les auteurs et les bras armés de ces conflits fratricides afin de les soumettre à la punition de la justice. Sur la crise qui secoue le département de l'économie et des finances, le parti se dit opposé à la prise en otage de l'administration publique pour des revendications catégorielles. C'est quoi si ce n'est pas du sabotage? Donc, ça pose problème. Nous sommes contre. On est d'accord qu'il continue de discuter avec l'État, que l'État voie comment
les prêts qu'ils ont pris au niveau des banques, ils puissent avoir des facilités pour pouvoir payer leur crédit. Nous sommes tout à fait d'accord pour ça, mais nous sommes contre qu'on prenne le peuple en otage. Autre sujet abordé à cette conférence de presse, le dialogue politique. La direction du MPP et ses alliés saluent l'entame de ce dialogue avec la classe politique. Cette concertation est encore la preuve que la majorité est ouverte au dialogue, selon le parti. Sur le retour des compatriotes exilés, Simon Compaoré affirme que personne n'a été contraint à l'exil. Ceux qui ont fui. On ne les a pas empêchés de rester au Burkina. La preuve, là, il y en a qui ont commis des gaffes, qui n'ont pas fui et qui sont en train d'être jugés. La question foncière s'est aussi invitée à ce face-à-face avec la presse. Le MPP envisage ce jour une rencontre pour plancher sur le foncier. Avant de lever la séance, Simon Compaoré convie la presse le samedi 20 avril à l'inauguration du nouveau siège du MPP. Pour le président de l'Union nationale pour la démocratie et le développement, Maître Herman Yamiogo, prend à témoin l'opinion publique sur un fait. Un accord complémentaire aurait été joint à la charte de la transition sans aucun respect de la loi. Le président de l'UNDD annonce qu'il va attaquer cet acte qui a permis à des militaires de se retrouver dans le gouvernement. Salif Oubelem et Ismaël Diloma Sirima nous font le point. Pendant la rédaction de la charte de la transition, un accord complémentaire aurait été ajouté au document sans que toutes les parties prenantes ne soient mises au courant. Herman Yamiogo qualifie cet accord supplémentaire de faux et de frauduleux. Il estime que c'est grâce à cela que des militaires se sont retrouvés dans le gouvernement de la transition. S'il n'y avait pas eu ce faux, nous n'aurions pas eu cet acte d'exclusion inadmissible que fit la loi Sis-Chérif, avec toutes les conséquences qui s'y attachent. S'il n'y avait pas eu cet acte, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes en chaîne que nous avons connus au RSP et qui ont conduit au coup d'État. Tous ceux dont nous sommes accusés n'auraient pas pu se faire s'il n'y avait pas eu ce faux. Après la découverte de cet acte qualifié de frauduleux, Maître Herman Yamiogo compte l'attaquer en justice afin de clarifier plusieurs points. C'est une question qui vous concerne, qui concerne tout le monde, les OSC, les partis politiques, parce qu'on ne peut plus accepter que des gens croient que l'État peut être objet d'appropriation privative. On ne peut pas prendre l'État et s'en servir comme son bien propre, comme un exécuteur de mauvaises œuvres. C'est ça qui explique aussi le dépérissement de l'État. C'est ça qui explique aujourd'hui le manque de confiance en l'État. Pour le dénouement de cette question, le président de l'UNDD soutient que le président du Faso gagnerait à faire la lumière. Surtout que le président Kaboré ne fait pas partie des personnes incriminées. Ça peut se résoudre de plusieurs façons, soit par la façon contentieuse, judiciaire, soit par l'adoption d'une solution qui amènera les autorités actuelles à accepter de faire une pause pour cette réconciliation du pays avec sa mémoire. Et des questions comme ce faux-là pourront être évoquées et y trouver des solutions consensuelles. Et sur le sujet de la réconciliation, certains acteurs disent être ouverts à des discussions franches afin de construire un avenir radieux pour les futures générations. Seule la justice pourra stopper les violences communautaires au Burkina. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés est ferme sur la question. Face à la presse ce jeudi, il s'indigne de la lenteur de la justice sur les drames de Yirgou et de Arbinda. Les membres du collectif ont exposé des chiffres qui, selon eux, témoignent de l'urgence à la recherche de la vérité. Les détails avec Amado Ilboudo et Oumar Zombré. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, CISC, réclame justice pour le drame survenu à Yirgou le 1er janvier 2019. 101 jours après le drame, le collectif déplore le fait qu'il n'y ait eu aucune arrestation jusqu'à maintenant. C'est donc le lieu pour nous d'interpeller le ministre de la Justice afin que, d'une part, les moyens adéquats soient mis à la disposition du tribunal et d'autre part,
que d'autres juges d'instruction soient nommés dans les meilleurs délais pour renforcer le personnel du tribunal de grande instance de Kaya. Avec pour mission principale la prise en charge de ce dossier dit de Yirgou. Le procureur de Kaya affirme qu'au stade actuel de l'enquête, 130 suspects sérieux ont été identifiés comme étant des personnes ayant participé au massacre. Et pourtant, personne n'a arrêté jusqu'à ce jour. Selon le collectif, les déplacés de Yirgou font face à des conditions de vie difficiles dans les camps. Le CISC appelle le gouvernement à prendre des dispositions pour leur apporter des appuis conséquents. Depuis l'avènement du drame de Yirgou, l'État, à travers ses structures ministérielles et ses partenaires techniques, a déployé de grands moyens humanitaires pour assister les victimes de Yirgou et de Gasseliki, notamment à Barsalgo et Foubé. Nous tenons à saluer cette promptitude dans la prise en charge, mais nous tenons à informer l'opinion nationale que malgré nos interpellations des autorités, plus de 5000 victimes et déplacés sont dans une détresse humanitaire et sécuritaire. Le collectif déplore la recrudescence des conflits communautaires. Après Yirgou, Arbinda, les membres du CISC appellent à une fermeté de l'État contre les groupes d'autodéfense, notamment les Korluego. La lutte contre le terrorisme et la promotion du vivre ensemble, une affaire de tous. C'est la conviction de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Elle a initié à cet effet une conférence publique sur le thème « Démocratie, défis sécuritaires, progrès économiques et social ». Précision Sié Lassina Ouattara avec Abdoul Rasmane Zongo. Démocratie, défis sécuritaires, progrès économique et social, c'est la thématique soumise à discussion lors de cette conférence publique initiée par la Commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale. Pour les organisateurs, il faudra repenser tout processus de lutte contre le phénomène du terrorisme qui peut avoir beaucoup de spécificités ou de ramifications, à l'image de la radicalisation, de l'extrémisme violent, de l'incivisme, de la criminalité organisée, de la pauvreté, de la marginalisation et autres conflits internes. Et pour y arriver, il faut adopter une nouvelle approche intégrant à la fois bonne gouvernance, droits de l'homme, paix et sécurité. Quand on dit que les forces de défense doivent faire quelque chose, nous avons estimé aujourd'hui qu'il faut impliquer les populations, il faut amener tout le peuple à s'engager, à contribuer à la paix et à la sécurité. Il n'y a pas meilleure formule à le faire que de donner l'information juste aux populations pour qu'elles sachent en tout cas ce qu'elles doivent faire. L'aboutissement, c'est de voir pour améliorer la rentabilité des représentants au niveau des différentes instances, que ce soit au niveau du G5 Sahel, où les députés participent à des commissions, et il y a au niveau de la sous-région également, et aussi au niveau des ONG. Mais finalement, ça renforce la capacité aussi en matière de conception des lois, surtout dans la lutte contre le terrorisme. Les participants auront droit à 2 communications qui devraient déboucher sur quelques pistes de solutions en matière de lutte contre le terrorisme et toutes choses qui devraient également faciliter ou consolider le bon vivre ensemble des populations. Sita, un prénom bien connu sous nos cieux, est aussi le nom de baptême d'une application développée par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. Sita est l'acronyme du système d'inspection du travail automatisé. L'outil entre en droite ligne avec la politique de modernisation de l'administration publique, gain de temps, traitement en temps réel des litiges ou encore qualité des prestations, des avantages liés à la mise en œuvre de l'application que nous présentent Issa Kafando et Momoni Soubega. Le CITA, le système d'inspection du travail automatisé, est une réforme électronique du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. L'application vise à mieux moderniser l'administration et à favoriser un suivi régulier de la mise en œuvre de la politique nationale en matière du travail et de la protection sociale. Par exemple, lorsque vous avez vu le cas de la conciliation, on ne va pas faire des va-et-vient pour
ceux qui ont venu déposer sa plainte, puisque souvent, s'il y a des problèmes matériels, quelque chose, on peut lui dire, écoutez, revenez plus tard parce qu'on n'est pas prêt. Mais dès lors que c'est automatisé, si l'information est là, à tout moment, on peut la consultation. Donc nous pensons que c'est vraiment un gain de temps, mais c'est un gain aussi dans la qualité de la station du travail. Au lancement de l'application, les acteurs du département ont eu droit à une explication détaillée sur son fonctionnement et les avantages qu'elle comporte. Une initiative saluée par les partenaires sociaux. Le gouvernement burkinabé a ratifié des conventions de l'OIT et le Burkina Faso a l'obligation de produire des rapports statistiques chaque année et les transmettre au niveau international. Et cet outil-là permet de générer des données statistiques fiables. Le ministre de la fonction publique qui a présidé le lancement de l'application CITA a salué la mise en œuvre effective de ce nouvel outil dans l'administration publique. Le ministre Ousseini Ouedraogo rassure des dispositions seront prises pour son déploiement et la formation de l'ensemble des inspecteurs et contrôleurs du travail pour son utilisation pour plus d'efficacité et de performance dans la fonction publique. La méconnaissance de certaines procédures plombe souvent le financement de biens de projets. La Banque africaine de développement initie à cet effet une formation en acquisition sur la base de l'approche clinique. Les spécialistes en passation des marchés publics sont ciblés par la session qui va leur donner les rudiments adéquats afin d'absorber les ressources mises à disposition. Précision, Constance Koulibaly avec Pascal Canet. Renforcer les capacités du personnel des projets financés par la BAD. Voilà ce qui réunit ici les spécialistes en passation des marchés, des projets et des directeurs des marchés publics des ministères. La Banque africaine de développement entend améliorer l'efficacité de la mise en œuvre des projets et programmes. Pour cela, il faut maîtriser les règles et procédures d'acquisition de la banque. La commande publique est un aspect déterminant dans la mise en œuvre des projets. Et donc, si ce maillon de la chaîne est faible, c'est toute la chaîne qui est en souffrance. Donc, nous voulons véritablement nous assurer que ce marché est efficace et que les capacités sont présentes pour permettre d'accélérer l'absorption des ressources. Plusieurs thématiques sont abordées, mais l'accent est mis sur les besoins exprimés par les participants. Ces derniers seront outillés sur les techniques et approches pour une consommation acceptable des ressources mises à leur disposition. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent pour notre développement. Ces partenaires mettent des ressources à la disposition du pays. Et si nous ne consommons pas ces ressources qui sont programmées, cela pose un problème. Ça veut dire que le programme d'activité, le plan de travail n'est pas totalement exécuté. Et c'est souvent lié à ces procédures. À travers cet atelier, la BAD concrétise sa mission technique et de conseil. Elle renouvelle ainsi sa disponibilité, son engagement à contribuer à l'amélioration de la performance des portefeuilles des projets qu'elle finance au Burkina Faso. Omar El-Béchir est tombé. Le président âgé de 75 ans au pouvoir depuis 1989 a été destitué par l'armée après plus de 3 mois de manifestations contre son pouvoir. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre de la Défense à la télévision. Omar El-Béchir est actuellement détenu par les militaires et se trouve en lieu sûr, d'après le ministre. Retour sur 3 décennies de règne émaillé de mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Au pouvoir, 2 mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, Omar El-Béchir semblait inoxydable. Le monde découvre son existence le 30 juin 89 lorsque ce colonel soudanais de 45 ans renverse le gouvernement de Sadiq El-Mahdi avec le soutien du Front islamique national. 4 ans plus tard, le militaire se proclame président. Omar El-Béchir oriente le Soudan, divisé entre le nord majoritairement musulman et le sud peuplé de chrétiens et d'animistes, vers un islam radical. C'est son rôle dans les crimes de guerre commis au Darfour à partir de 2003 qui lui a valu ses mandats d'arrêt. La CPI l'accuse d'avoir armé les milices arabes des Janjaouides contre les ethnies locales des Fours, des Massalites et des Agawa. Selon les faits, selon les preuves, M. El-Béchir a donné l'ordre d'attaquer ces communautés. Il a ordonné d'attaquer ces gens dans leur propre village, dans leur propre maison. La Cour pénale internationale accuse le président soudanais de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Des accusations niées en bloc par Omar El-Béchir.
Selon les Nations Unies, le conflit aurait fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés. Amnesty International avait livré en 2016 un rapport accablant sur les forces armées soudanaises qui auraient utilisé des armes chimiques au Darfour. Alors que certains pays n'invitent plus Omar el-Béchir, d'autres n'hésitent pas à défier la Cour pénale internationale. En 2015, l'Afrique du Sud avait ainsi reçu le président soudanais pour un sommet de l'Union africaine. Omar el-Béchir avait pu repartir sans être inquiété. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Dès demain à 20h, une nouvelle équipe s'installe pour le week-end. Merci de votre fidélité.